Mon téléphone a vibré ce matin-là pendant que je buvais mon café. Une photo. Juste une photo. Sans message. Théo, mon petit-fils de 7 ans, assis sur un trottoir devant une boulangerie, à Marseille. Sale. Épuisé. La main tendue vers les passants comme un mendiant. J'ai lâché ma tasse. Elle s'est fracassée sur le carrelage de ma cuisine à Clermont-Ferrand. Mes jambes tremblaient tellement que j'ai dû m'accrocher à la table pour ne pas tomber. Pendant des mois, j'avais envoyé la moitié de ma retraite à ma fille Élodie. 650 € chaque mois. Pour elle, pour Théo. Parce qu'elle me répétait qu'élever un enfant seul, c'était dur. Que l'argent manquait. Que le loyer était cher. Que tout coûtait si cher. Je la croyais, parce qu'on croit toujours ses enfants. Mais sur cette photo, mon petit-fils avait les yeux vides, les vêtements déchirés, les lèvres gercées. Il ressemblait à un petit vieux abandonné. À 7 ans, j'ai pris le premier train pour Marseille. 4 heures qui m'ont paru 4 années. J'ai couru dans les rues d'Andoum jusqu'à cette boulangerie, jusqu'à mon petit-fils qui ne me reconnaissait presque plus. Mamie, sa voix était si faible. Où est ta maman, mon cœur? Il a baissé les yeux. Elle est partie. Elle revient dans 3 jours. 3 jours. Seule. À 7 ans. Le voisin, Monsieur Ferreira, m'a montré son téléphone. Facebook. Les photos d'Élodie. Un palace à Juan-les-Pins. Piscine à débordement. Champagne rosé. Sourires éclatants. Hashtag MeTime. Luxury Life. Vacances. Avec mon argent. Avec la retraite que je gagnais après 37 ans de service public. Pendant que son fils mendiait du pain. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la tristesse, de la rage. Une rage froide, implacable, comme je n'en avais jamais ressenti. J'ai pris Théo par la main. J'ai rassemblé ses affaires. Et je suis repartie, sans prévenir Élodie, sans hésiter. Dans le train du retour, pendant que Théo dormait contre mon épaule, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai tout coupé. Les virements automatiques, la carte bancaire que je lui avais donnée, le compte joint, tout. Chaque clic était une rupture. Chaque confirmation était un adieu. Mon téléphone a vibré quelques heures plus tard. Élodie. « Maman, pourquoi mes cartes ne marchent plus? Tu as pris Théo? Tu n'as pas le droit. Je vais appeler la police. » Je n'ai pas répondu. J'ai éteint le téléphone. Mais je savais que ce n'était que le début, parce qu'une mère ne lâche jamais son enfant, même une mauvaise mère. Et Élodie allait revenir. Elle allait mentir, manipuler, pleurer. Elle allait se battre. Et moi aussi, parce que Théo méritait mieux. Il méritait l'amour, la sécurité, la dignité. Il méritait une enfance, et je ferais n'importe quoi pour la lui donner, même si ça signifiait perdre ma fille. Même si ça signifiait me battre contre les services sociaux, les avocats, les juges. Même si ça signifiait sacrifier mes dernières années de paix. Ce petit garçon qui dormait contre moi, avec son doudou serré contre sa poitrine, valait tous les combats du monde. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est qu'Élodie reviendrait. Qu'elle frapperait à ma porte en pleine nuit, ivre et brisée. Qu'elle me supplierait, qu'elle pleurerait. Qu'elle me dirait des choses que je n'oublierai jamais. Et que Théo, un soir, me demanderait la question qui me hanterait pendant des mois. « Mamie, est-ce qu'on peut pardonner à quelqu'un qui nous a abandonnés ?» Je ne connaissais pas encore la réponse, mais j'allais devoir la trouver. Parce que cette histoire n'est pas seulement celle d'une grand-mère qui sauve son petit-fils. C'est l'histoire d'une famille déchirée qui tente de se reconstruire, d'une mère qui a tout perdu et qui doit réapprendre à être humaine, d'un enfant qui porte des cicatrices invisibles, mais qui refuse d'abandonner l'espoir. C'est l'histoire du pardon, de la rédemption, de l'amour inconditionnel, et des pièces, ces pièces que Théo mendiait ce jour-là sur le trottoir, ces pièces que nous essayons tous, d'une manière ou d'une autre, de recoller pour reconstruire nos vies brisées. Les pièces de la honte, une histoire vraie de sacrifice, de trahison, et de rédemption. Le café était encore chaud quand mon téléphone a vibré sur la table de la cuisine. C'était un matin d'octobre comme les autres, à Clermont-Ferrand. Le ciel était gris perle, traversé de ces nuages bas qui s'accrochent au volcan d'Auvergne et ne partent jamais vraiment.
Par la fenêtre de mon appartement du 3e étage, rue Blatin, je voyais les toits d'ardoise luisants de pluie, les cheminées en pierre volcanique, et au loin, la silhouette massive du puits de Dôme qui disparaissait dans la brume. J'aimais ces matins-là. Ils avaient là quelque chose de doux, de familier. Je prenais toujours mon petit déjeuner seul, à cette heure précise, dans cette cuisine étroite qui sentait le café Lavazza et le pain grillé. Mon appartement n'était pas grand, 50 mètres carrés tout au plus. Mais c'était le mien. 43 ans que j'y vivais. 43 ans que je regardais la même vue, que je touchais les mêmes murs, que je sentais sous mes pieds le parquet qui craquait près de la porte de la chambre. Mon mari, Robert, était mort il y a 12 ans. Cancer du poumon. 3 mois entre le diagnostic et la fin. Depuis, je vivais seule, avec ma routine, mes quelques amis du quartier, mes promenades au marché Saint-Pierre le samedi matin, et surtout, mes appels hebdomadaires avec Élodie et Théo. Élodie, ma fille unique, 42 ans, mère célibataire, vivant à Marseille avec mon petit-fils de 7 ans. Théo, mon trésor, mon soleil, le seul petit enfant que j'aurai jamais. Chaque mois, sans faute, je virais 650 € sur le compte d'Élodie. La moitié exacte de ma retraite de fonctionnaire. 37 ans au service des impôts, à classer des dossiers, à répondre aux contribuables, à tamponner des formulaires. Ça m'avait donné une petite retraite, mais suffisante pour vivre modestement. Et suffisante pour aider ma fille. Parce qu'Élodie me répétait souvent, au téléphone, combien c'était dur, élever Théo seul. Le père, disparu avant même la naissance. Un musicien de passage, m'avait-elle dit, rencontré dans un bar du Vieux-Port. Il n'avait jamais reconnu l'enfant. Élodie avait dû tout faire seule. Les nuits sans sommeil, les couches, les crèches, les maladies infantiles. Et maintenant, l'école, les vêtements, la nourriture, tout coûte si cher, maman, me disait-elle. Si tu savais. Alors j'envoyais l'argent, religieusement, parce que c'est ce qu'on fait, non? On aide ses enfants, on ne les laisse pas couler. Mais ce matin-là, quand le téléphone a vibré, quelque chose a changé, pour toujours. J'ai posé ma tasse et j'ai déverrouillé l'écran. Un message de Monsieur Ferreira, le voisin d'Élodie, à Marseille. Un Portugais d'une 60aine d'années, retraité lui aussi, que j'avais rencontré une fois lors d'une visite chez ma fille. Un homme discret, poli, avec un accent chantant et des yeux tristes de celui qui a beaucoup travaillé. Il ne m'écrivait jamais, jamais. Le message ne contenait qu'une photo, aucun texte. J'ai cliqué et mon cœur s'est arrêté. Théo, mon petit Théo, assis sur un trottoir, devant une boulangerie que je reconnaissais vaguement, celle du quartier Andoum, près de l'appartement d'Élodie. Il était recroquevillé contre le mur, les genoux repliés contre sa poitrine, une main tendue vers les passants. Ses cheveux châtains, d'habitude si bien peignés, étaient emmêlés, sales. Son t-shirt bleu était taché, déchiré à l'épaule. Ses pieds, dans des baskets trouées, étaient noirs de crasse. Mais c'était son visage qui m'a détruite. Ses yeux, ses grands yeux bleus, ceux de son grand-père Robert, étaient vides, éteints, comme si toute la lumière en avait été aspirée. Ses lèvres étaient gercées, presque blanches. Et son expression, mon Dieu, son expression, ce n'était plus un enfant, c'était un petit vieux, épuisé, abandonné. La tasse de café m'a échappé des mains. Elle s'est fracassée sur le carrelage dans un bruit sec, éclaboussant mes pantoufles et le bas de ma robe de chambre. Je n'ai pas bougé. Je fixais l'écran. Je fixais mon petit-fils. Je fixais cette image qui ne pouvait pas être vraie, qui ne devait pas être vraie. Puis, comme sortant d'un brouillard, j'ai vu un second message de Monsieur Ferreira apparaître. « Madame Arnoux, je suis désolée de vous déranger, mais il est là depuis ce matin, seul. Votre fille n'est pas à l'appartement depuis plusieurs jours. Je ne sais pas quoi faire. Plusieurs jours, seul, 7 ans. » J'ai senti mes jambes trembler. Ma gorge s'est serrée. J'ai posé le téléphone sur la table, les mains tremblantes, et je me suis levée. J'ai regardé autour de moi. Ma petite cuisine,
mes murs familiers, mon café renversé, les éclats de porcelaine blanche sur le sol. Et soudain, tout m'a paru irréel, comme si je flottais, comme si j'étais déjà ailleurs. J'ai attrapé mon sac à main sur le dossier de la chaise, mon manteau, mes clés, mon portefeuille. Je suis sortie sans fermer la porte à clé, sans éteindre la lumière, sans nettoyer le café. J'ai dévalé les escaliers, mes vieilles jambes criant de protestation, et je suis sortie dans la rue Blatin, sous la bruine froide. La gare de Clermont-Ferrand était à 15 minutes à pied. J'ai couru. Enfin, ce que je pouvais appeler courir à 68 ans. Une marche rapide, haletante, le cœur battant dans mes oreilles, les poumons en feu. Mon Dieu, faites qu'il aille bien. Ai-je murmuré entre deux respirations? Je ne priais plus vraiment, pas depuis la mort de Robert. Mais là, les mots sortaient à tout seul. Faites qu'il aille bien, s'il vous plaît. À la gare, j'ai acheté un billet pour Marseille. Le prochain TGV partait dans 21 minutes. Trop long, trop long. J'ai fait les 100 pas sur le quai, sous la verrière métallique, ignorant les regards des autres voyageurs. Mon téléphone vibrait. Des messages. J'ai regardé. Élodie. 3 messages d'Élodie. « Coucou maman, comment tu vas? Tu as vu les photos que j'ai postées? Je prends enfin un peu de temps pour moi. Ça fait tellement de bien. Théo va super bien, ne t'inquiète pas. Il est chez une copine pour quelques jours. Bisous. Chez une copine. » J'ai senti une rage froide monter en moi. Une rage que je n'avais jamais ressentie. Pas même quand Robert était mort. Pas même quand ma propre mère m'avait abandonnée à 15 ans. C'était différent. C'était viscéral. J'ai ouvert Facebook. Je n'y allais presque jamais. Mais là, j'ai cherché le profil d'Élodie. Et je l'ai trouvé. Les photos étaient là. Postées il y a 6 heures. Élodie, bronzée, radieuse. Un verre de champagne rosé à la main, devant une piscine à débordement qui surplombait la mer Méditerranée. L'hôtel était marqué « Le Grand Bleu »,« Rouen-les-Pins »,« Un palace »,« 5 étoiles ». Les hashtags me donnaient envie de vomir. Me time, vacances, luxury life, self-care, détente, bonheur. Pendant que son fils mendiait sur un trottoir, j'ai fermé les yeux. J'ai respiré profondément. Comme on me l'avait appris, enfant, au catéchisme. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais là, non. Là, elle savait. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Le train est arrivé. Je suis montée. 4 heures de trajet. 4 heures à regarder défiler les paysages, les champs, les villages, les montagnes, puis la descente vers la Méditerranée. 4 heures à imaginer Théo, seul, froid, affamé. J'ai essayé de rappeler Monsieur Ferreira. Pas de réponse. J'ai envoyé un message. « J'arrive, je suis dans le train. Restez avec lui si vous pouvez, s'il vous plaît. » Il a répondu 15 minutes plus tard. Il est parti. Je l'ai cherché dans le quartier. Je ne le trouve plus. Mon sang s'est glacé. Je suis arrivée à la gare Saint-Charles à 15h30. Marseille m'accueillait avec son soleil brutal, son ciel d'un bleu agressif, ses bruits de klaxons et ses odeurs de mer mêlées à celles d'épices et de gasoil. J'ai pris un taxi, un luxe que je ne m'accordais jamais, et j'ai donné l'adresse d'Élodie. Quartier Andoum, rue Sainte-Anne. Le chauffeur, un homme maghrébin d'une 50aine d'années, a hoché la tête et a démarré. Nous avons traversé la ville, le vieux port avec ses bateaux qui dansaient, la corniche avec ses villas blanches, puis les ruelles étroites d'Andoum, ce quartier populaire où Élodie avait emménagé 3 ans plus tôt. « C'est moins cher qu'en centre-ville, maman », m'avait-elle expliqué. Et puis, c'est près de la mer. Théo adore. Le taxi s'est arrêté devant un immeuble de 4 étages, à la façade ocre défraîchie, les volets verts écaillés. L'odeur d'iode et de poisson flottait dans l'air. Au bout de la rue, j'apercevais la boulangerie, celle de la photo. J'ai payé le chauffeur et je suis sortie. Mes jambes tremblaient encore. J'ai marché jusqu'à la boulangerie. Personne sur le trottoir. J'ai regardé autour de moi, le cœur battant. Des passants, des mères avec des poussettes, des vieux qui jouaient aux cartes sur une terrasse de café,
Mais pas de Théo. Madame Arnoux. Je me suis retournée. Monsieur Ferreira sortait de l'immeuble. Il portait une chemise à carreaux et un pantalon beige, les cheveux gris coiffés en arrière. Son visage était marqué par l'inquiétude. « Vous l'avez trouvé ?» ai-je demandé, la voix rauque. Il a secoué la tête. « Non, mais... venez, j'ai quelque chose à vous montrer. » Il m'a conduite jusqu'au 2e étage, devant la porte d'Élodie. Il a sorti un trousseau de clés. « Votre fille m'a laissé un double, pour les urgences. » Il a ouvert. L'odeur m'a frappée en premier. Une odeur de renfermé, de nourriture avariée, de linge sale. L'appartement était petit. 2 pièces, une cuisine ouverte, une salle de bain. Le salon était encombré de vêtements éparpillés, de cartons vides, de vaisselle sale, empilée sur la table basse. Les rideaux étaient tirés. La lumière du jour filtrait à peine. « Votre fille est partie il y a 1 semaine », a murmuré Monsieur Ferreira. Elle a frappé à ma porte. Elle m'a demandé de garder un œil sur Théo. Elle a dit qu'elle partait 2 jours. Pour souffler, elle a dit. Mais je l'ai vu partir avec une grosse valise, comme pour longtemps. Et Théo, au début, je le voyais partir à l'école le matin, tout seul. Puis, il a arrêté. Il restait dans l'appartement. Ou il traînait dehors. Ce matin, je l'ai vu devant la boulangerie et il a baissé les yeux. J'ai eu honte, madame. Honte de ne pas avoir appelé avant. Mais ce ne sont pas mes affaires, vous comprenez? Je ne voulais pas. Vous avez bien fait de m'appeler. J'ai avancé dans l'appartement. La chambre de Théo était au fond. Une petite pièce avec un lit, une place, des posters de dinosaures sur les murs, une étagère avec quelques livres et des jouets. Le lit était défait. Les draps sentèrent la sueur. Sur la table de nuit, il y avait une assiette avec des restes de pâtes séchées et un mot, griffonné sur un bout de papier. « Théo, je reviens vite. Sois sage. Maman, sois sage. » J'ai serré le papier dans ma main. J'ai fermé les yeux. J'ai compté jusqu'à 10. Puis j'ai ouvert les yeux et j'ai regardé Monsieur Ferreira. Où pourrait-il être? Je ne sais pas. Peut-être. À la plage? Il aimait bien y aller. La plage, bien sûr. Théo adorait la mer. Merci, Monsieur Ferreira. Je vais le chercher. Je viens avec vous. Nous sommes sortis. Le soleil déclinait déjà. Il devait être 16 heures. Nous avons marché vers la plage des Catalans, à 10 minutes à pied. C'était une petite crique bordée de rochers, avec un sable gris et une eau turquoise qui scintillait sous le soleil. Il y avait quelques familles, des enfants qui jouaient dans l'eau, des adolescents qui écoutaient de la musique. Et là, sur un rocher, à l'écart, j'ai vu une petite silhouette. Théo. Il était assis, les genoux repliés, regardant la mer, immobile, comme une statue. « Théo !» J'ai couru. Enfin, j'ai essayé. Mes vieilles jambes ont glissé sur le sable. Je suis tombée. Monsieur Ferreira m'a aidé à me relever. Et j'ai continué. J'ai continué jusqu'à lui. « Théo !» Il s'est retourné lentement. Ses yeux bleus m'ont fixé, vide. Puis, lentement, comme s'il se réveillait, il a cligné des yeux. « Mamie ?» Sa voix était si faible, si cassée. « Oui, mon cœur, c'est Mamie. » Je me suis agenouillée devant lui, ignorant la douleur dans mes genoux. J'ai posé mes mains sur ses épaules. Il était si maigre, si fragile. Ses vêtements puaient, ses cheveux étaient décollés par la saleté. Ses lèvres étaient gercées, fendues. « Qu'est-ce que tu fais là, mon amour ?» Il a baissé les yeux. « J'attendais maman. Elle a dit qu'elle revenait. »« Elle t'a laissé tout seul ?» Il a hoché la tête. « Elle a dit que c'était juste 2 jours, mais... » Il s'est tu. Puis, d'une voix encore plus faible, « J'ai faim, mamie. » J'ai senti les larmes monter. Je les ai retenues. Pas devant lui, pas maintenant. « Viens, on va manger. Et après, on rentre à la maison. »« Chez maman ?»« Non, mon cœur. Chez mamie, à Clermont-Ferrand. » Il m'a regardé, les yeux écarquillés. « Mais... et maman ? On verra ça plus tard. Viens. » Je l'ai pris par la main. Elle était glacée. Monsieur Ferreira nous a aidés à remonter jusqu'à la rue. Nous sommes passés par l'appartement d'Élodie. J'ai rassemblé quelques affaires de Théo. Des vêtements, son doudou, quelques livres. Puis nous sommes repartis.
Dans le taxi qui nous ramenait à la gare, Théo s'est endormi contre moi, sa tête sur mon épaule, sa main dans la mienne. Il tremblait dans son sommeil, comme s'il faisait des cauchemars. J'ai regardé par la fenêtre. Marseille défilait, les rues, les immeubles, les gens. Et je me suis demandé comment on en était arrivé là. Comment une mère pouvait abandonner son enfant? Comment ma propre fille pouvait faire ça? Mais je connaissais la réponse. Parce que je l'avais vue grandir, Élodie. Je l'avais vue devenir de plus en plus égoïste, de plus en plus centrée sur elle-même. Déjà adolescente, elle voulait toujours plus. Plus de vêtements, plus de sorties, plus d'argent de poche. Et quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, elle boudait, elle claquait les portes. Elle m'accusait d'être une mauvaise mère. Robert disait toujours « Simone, tu la gâtes trop ». Mais je ne l'écoutais pas, parce que je voulais qu'elle m'aime. Je voulais qu'elle soit heureuse. Et maintenant, elle était heureuse, dans un palace, avec mon argent, pendant que son fils dormait contre moi, sale et affamé. Le train pour Clermont-Ferrand partait à 19h. Nous avons eu le temps de manger un sandwich dans une brasserie près de la gare. Théo a dévoré son jambon beurre comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours, ce qui était probablement le cas. Doucement, mon cœur, tu vas te rendre malade. Mais il ne m'écoutait pas. Il mangeait, les yeux rivés sur son assiette, comme un petit animal affamé. J'ai commandé une deuxième portion, et un chocolat chaud, et une part de tarte aux pommes. Il a tout mangé. Dans le train, il s'est endormi presque immédiatement. La tête contre la vitre, la bouche entr'ouverte, le souffle irrégulier. Je l'ai regardé dormir pendant des heures. Son visage était si pâle, ses cernes si profonds, ses petites mains si sales. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application bancaire et j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. J'ai annulé tous les virements automatiques vers le compte d'Élodie. J'ai bloqué la carte bancaire que je lui avais donnée, celle liée à mon compte. J'ai fermé le compte joint que nous avions ouvert. En cas d'urgence, j'ai tout coupé. Chaque clic était une coupure. Chaque confirmation était une rupture. Et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la tristesse, pas de la colère, juste du vide. Mon téléphone a vibré. Un message d'Élodie. « Maman, pourquoi tu ne réponds pas? Tout va bien ?» J'ai fixé le message. Mes doigts ont hésité au-dessus du clavier. Puis, j'ai éteint le téléphone. Nous sommes arrivés à Clermont-Ferrand à 23h. La ville dormait. Les rues étaient désertes. Un vent froid soufflait du Puy-de-Dôme. J'ai porté Théo dans mes bras. Il ne pesait presque rien, jusqu'à mon appartement. J'ai monté les escaliers en soufflant, les jambes en coton. Chez moi, j'ai déposé Théo sur le canapé. J'ai préparé un bain chaud. Je l'ai réveillé doucement. « Viens, mon cœur, on va te laver. » Il s'est laissé faire, docile, silencieux. Dans la baignoire, j'ai frotté ses cheveux, son corps, ses pieds. L'eau est devenue grise, presque noire. Il ne disait rien. Il regardait le plafond, les yeux dans le vague. « Théo, est-ce que quelqu'un t'a fait du mal ?» Il a secoué la tête. « Non. Tu es sûr ?»« Oui. J'étais juste. Tout seul. 7 ans. Tout seul. Je l'ai séché. Je l'ai habillé avec un vieux pyjama qui avait appartenu à Élodie quand elle était petite. Il lui allait. Presque trop grand, mais il lui allait. Je l'ai couché dans mon lit. Je dormirais sur le canapé. Et je lui ai lu une histoire. Le Petit Prince. Il s'est endormi avant la fin. Je suis restée là, assise sur le bord du lit, à le regarder dormir. Sa respiration était calme maintenant, régulière, paisible, et j'ai pleuré. Enfin, silencieusement. Les larmes coulaient sur mes joues, chaudes et salées. « Pardonne-moi, mon Dieu », ai-je murmuré dans le noir. « Pardonne-moi de ne pas avoir vu. Pardonne-moi de ne pas avoir su. » Mais je ne savais pas si c'était à Dieu que je demandais pardon, ou à Théo, ou à moi-même. Le lendemain matin, je me suis réveillée sur le canapé avec un mal de dos terrible. Le soleil filtrait à travers les rideaux. 7 heures. Ma routine habituelle, sauf que rien n'était habituel. Je me suis levée doucement et je suis allée jusqu'à ma chambre. Théo dormait encore, recroquevillé sous la couette.
le doudou serré contre sa poitrine. Un lapin en peluche gris, usé jusqu'à la corde, avec une oreille à moitié arrachée. Je me souvenais l'avoir acheté pour sa naissance. 7 ans déjà. Je l'ai laissé dormir. J'ai préparé du café, des tartines, du beurre demi-sel. J'ai mis la table comme je le faisais autrefois quand Élodie était enfant. 2 assiettes, 2 tasses, 2 couteaux. Ce geste simple m'a rempli d'une émotion étrange. Un mélange de joie et de tristesse si fort que j'ai dû m'asseoir. Mon téléphone a vibré. Encore. Élodie. 12 messages non lus. 6 appels manqués. J'ai ouvert les messages. Maman, réponds-moi s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes cartes ne marchent plus? J'ai appelé la banque. Ils m'ont dit que tu as tout bloqué. Tu n'as pas le droit. Maman. Ok, j'ai compris. Ferreira t'a appelé. Écoute, je peux tout expliquer. C'est pas ce que tu crois. J'avais juste besoin de souffler quelques jours. Théo allait bien. Il est grand maintenant. Tu dramatises toujours tout. C'est pour ça que je ne te dis jamais rien. Rappelle-moi, s'il te plaît. Tu as pris Théo, c'est ça? Rends-moi mon fils. Tu n'as pas le droit de me l'enlever. Je vais appeler la police. Maman, pardon, je suis désolée. S'il te plaît, on peut en parler? Dis-moi au moins qu'il va bien. S'il te plaît, maman. J'ai refermé le téléphone. Mes mains tremblaient. Pas de colère cette fois. De quelque chose de plus profond. Une déception si lourde qu'elle me coupait le souffle. Mamie? Je me suis retournée. Théo se tenait dans l'encadrement de la porte, pieds nus, les cheveux en bataille, les yeux gonflés de sommeil. Il portait le vieux pyjama à rayures, trop grand pour lui. Il ressemblait à un petit fantôme. « Bonjour mon cœur. Tu as bien dormi ?» Il a hoché la tête, puis il a regardé autour de lui, comme s'il cherchait quelque chose. Ou quelqu'un. Maman est là. Mon cœur s'est serré. Non, mon chéri. Maman est encore à Marseille. Elle va venir me chercher? J'ai hésité. Que dire? La vérité? Laquelle? Pour l'instant, tu restes avec mamie, d'accord? Il a baissé les yeux. D'accord. Il s'est assis à table. J'ai posé devant lui une tartine beurrée et un bol de chocolat chaud. Il a mangé lentement, en silence. Pas comme hier. Cette fois, il semblait absent, perdu dans ses pensées. « Théo, tu vas à l'école normalement, n'est-ce pas ?» Il a haussé les épaules. « Des fois. » « Des fois, maman oubliait de me réveiller. Ou elle était pas là. Alors je restais à la maison. Et l'école ne disait rien? Je sais pas. Je sentais la colère monter à nouveau. Mais je l'ai ravalée. Ce n'était pas le moment. Ici, tu iras à l'école tous les jours. Je t'inscris aujourd'hui. Ça te va? Il m'a regardée avec ses grands yeux bleus. Je peux rester avec toi? Oui, mon cœur. Tu restes avec moi. Pour la première fois depuis que je l'avais retrouvé, j'ai vu un petit sourire. Fragile, presque invisible, mais un sourire quand même. L'école Anatole France se trouvait à 10 minutes à pied de mon appartement, dans le quartier Saint-Jacques. Un bâtiment de pierre grise, avec une cour pavée et de grands marronniers qui perdaient leurs feuilles dorées. J'y suis allée dès l'ouverture. Théo à mes côtés, serrant ma main si fort que mes doigts en devenaient blancs. La directrice, Madame Leclerc, était une femme d'une 50aine d'années, sèche et efficace, avec des lunettes en écaille et un chignon strict. Elle nous a reçus dans son bureau, un espace encombré de dossiers et de dessins d'enfants punaisés au mur. « Bonjour, Madame Arnoux. Que puis-je pour vous? Je voudrais inscrire mon petit-fils. Théo. Il a 7 ans. Il était scolarisé à Marseille, mais il vit avec moi maintenant. » Madame Leclerc a regardé Théo, puis moi. Son regard était perçant, habitué à déceler les non-dits. Pour combien de temps? Définitivement. Et les parents? J'ai senti ma gorge se serrer. Le père n'est pas dans la vie de Théo. La mère. J'ai cherché mes mots. Elle a des difficultés en ce moment. Je m'occupe de lui. Madame Leclerc a hoché la tête lentement. Vous avez l'autorité parentale? Non, pas encore. Mais... alors je ne peux pas l'inscrire sans l'accord de la mère. C'est la loi. J'ai senti la panique monter. Madame Leclerc, vous ne comprenez pas. Cet enfant a été abandonné. Sa mère l'a laissé seul pendant des jours. Il mendiait dans la rue. Je l'ai sauvé. Elle m'a fixé longuement.
Puis elle a regardé Théo. Il était assis sur la chaise à côté de moi, la tête baissée, les mains croisées sur ses genoux. Silencieux, trop silencieux pour un enfant de 7 ans. « Écoutez, » a-t-elle dit enfin, la voix plus douce. « Je comprends votre situation. Mais légalement, je ne peux rien faire sans l'accord parental. Vous devez contacter les services sociaux. Ils pourront vous aider. » « Les services sociaux ? Mais ils vont lui reprendre Théo ? Non, pas si vous démontrez que vous êtes la meilleure solution pour lui. Mais vous devez passer par les voies légales. Pour son bien. Pour son bien. » J'ai regardé Théo. Il ne comprenait pas ce qui se disait, mais il sentait la tension. Ses yeux étaient humides. « D'accord, » ai-je murmuré. « Je vais les contacter. Mais en attendant, il peut au moins assister au cours ? Juste pour ne pas perdre trop de temps ?» Madame Leclerc a hésité. Puis elle a soupiré. « Officieusement, oui. Le temps que vous régularissiez la situation. Mais pas plus de 2 semaines. Après, j'aurai besoin de documents officiels. Merci. Merci beaucoup. » En sortant de l'école, Théo m'a demandé « Je vais rester avec toi, hein, mamie ?»« Oui, mon cœur. Je te le promets. » Mais en prononçant ces mots, je me demandais si j'aurais la force de tenir cette promesse. Le soir même, j'ai contacté les services sociaux de Clermont-Ferrand. Une assistante sociale, Madame Fontaine, m'a répondu. La quarantaine, la voix chaleureuse, mais professionnelle. « Madame Arnoux, je comprends votre inquiétude. Mais vous devez comprendre que retirer un enfant à sa mère sans procédure légale est délicat. Je ne lui ai pas retiré, je l'ai sauvé. Je vous crois. Mais nous devons suivre le protocole. Je vais ouvrir un dossier. Il faudra que vous veniez avec Théo pour un entretien. Et nous devrons contacter la mère. Elle va mentir. Elle va dire que tout va bien. Nous avons l'habitude, Madame Arnoux. Faites-moi confiance. » Faire confiance. Comme si c'était simple. 3 jours plus tard, nous avons eu le rendez-vous. Dans un bureau froid et impersonnel du centre social, rue Bonabo. Madame Fontaine était là, avec un collègue, Monsieur Garnier, un homme plus jeune, avec un regard doux et une barbe rousse. Ils ont posé des questions à Théo, doucement, patiemment. « Théo, est-ce que tu vivais avec ta maman à Marseille ? » ?»« Oui. » »« Et elle s'occupait bien de toi ? » Silence. « Théo ?» Il a regardé ses pieds. « Des fois. »« Des fois ? Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Des fois, elle était là. Des fois, non. » « Et quand elle n'était pas là, qui s'occupait de toi ? » ?»« Personne. »« Tu restais tout seul ? » Il a hoché la tête. « Combien de temps ? » Il a haussé les épaules. « Je sais pas. Longtemps. » Madame Fontaine et Monsieur Garnier ont échangé un regard. Puis elle m'a regardé. « Madame Arnoux, nous allons faire une enquête. Nous contacterons l'école de Marseille, les voisins et, bien sûr, votre fille. En attendant, Théo peut rester avec vous. Mais il faudra que tout soit régularisé rapidement. Combien de temps ? Quelques semaines, 1 mois maximum. 1 mois. Ça paraissait à la fois long et terriblement court. En sortant du centre social, Théo m'a serré la main très fort. « Mamie, ils vont me renvoyer chez maman ? » ?»« Non, mon cœur. Je ne laisserai pas ça arriver. Tu promets ? » J'ai serré sa main en retour. « Je promets. » Mais dans mon cœur, j'avais peur. Peur que la justice ne me croie pas. Peur qu'Élodie joue la comédie. Peur de perdre Théo. Élodie a débarqué 5 jours plus tard. J'étais chez moi, en train d'aider Théo à faire ses devoirs. Des additions simples qu'il peinait à terminer. Quand on a sonné à la porte. 3 coups violents, impatients. J'ai regardé par l'œilleton. Élodie, mon cœur s'est emballé. Théo a levé les yeux. « C'est qui ? Reste ici !» J'ai ouvert la porte. Élodie se tenait sur le palier, les cheveux détachés, le visage pâle, malgré son bronzage encore visible, les yeux rouges. Elle portait un jean déchiré, un pull oversize et une grosse écharpe. Elle avait maigri. Ou peut-être était-ce juste l'impression. « Maman !» Sa voix s'est brisée. Elle a voulu entrer, mais j'ai bloqué le passage. « Qu'est-ce que tu fais là ? » ?»« Comment ça ? Qu'est-ce que je fais là ? Tu m'as volé mon fils !»« Je ne t'ai rien volé. Je l'ai sauvé. »« Sauvé ? De quoi ?» Son ton montait déjà, agressif, défensif. « Il allait bien.
J'avais juste besoin de souffler quelques jours. Quelques jours? Il était seul depuis 1 semaine. Non, J'avais demandé à Ferreira de garder un œil sur lui. Garder un œil? Élodie, il mendiait devant la boulangerie. Elle a pâli. Puis, elle a secoué la tête. C'est faux. Ferreira ment. Il a toujours été bizarre avec moi. Arrête de mentir. J'ai vu les photos. Sur Facebook. Ton hôtel de luxe. Ton champagne. Pendant que ton fils crevait de faim. Élodie a ouvert la bouche. Puis, l'a refermée. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'avais besoin de ça, maman. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne sais pas ce que c'est d'élever un enfant toute seule. C'est épuisant. Je ne dors plus. Je ne vis plus. J'avais juste besoin d'un break. Un break? Avec l'argent que je t'envoie pour Théo? C'est aussi mon argent. Tu me le donnes. Pour ton fils, pas pour tes vacances. Elle a reculé, comme giflée. Puis, elle s'est redressée, les mâchoires serrées. Rends-moi Théo, maintenant. Non. Maman? Non, Élodie. Pas tant que tu ne prouveras pas que tu peux t'occuper de lui. Je suis sa mère. Tu n'as pas le droit. Et toi, tu avais le droit de l'abandonner? Nous nous sommes affrontés du regard. Le silence était électrique. Puis, derrière moi, une petite voix a murmuré « Maman ?» Théo était sorti de la cuisine. Il se tenait dans le couloir, les yeux écarquillés, le visage blême. Élodie l'a vu. Son expression a changé instantanément. Elle s'est agenouillée, les bras ouverts. « Théo, mon bébé, viens voir maman. » Théo n'a pas bougé. « Théo ?» La voix d'Élodie tremblait. « C'est moi. C'est maman. » Théo a regardé Élodie. Puis, il m'a regardé. Puis, il a fait un pas en arrière. « Je veux rester avec mamie. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Élodie a pâli. « Quoi? Non. Non, Théo, tu ne comprends pas. Je suis revenue pour toi. On rentre à la maison, ensemble. Non. Théo, s'il te plaît. Tu m'as laissé tout seul. » Sa voix était si petite, si fragile, mais ferme. Élodie s'est relevée, les jambes chancelantes. Elle m'a regardée, les yeux remplis de larmes. « Qu'est-ce que tu lui as dit? » « Rien. Je ne lui ai rien dit. »« Menteuse. Tu l'as montée contre moi. » Élodie. « Non. » Elle a reculé, les poings serrés. « Tu as toujours fait ça. Toujours. Tu me juges, tu me contrôles, tu me prends ce que j'ai. Je ne t'ai rien pris. C'est toi qui as tout gâché. Va te faire foutre. » Elle a tourné les talons et elle est partie. Ses pas résonnaient dans la cage d'escalier. La porte de l'immeuble a claqué. Je suis restée là, figée, la main sur la poignée de la porte. Puis j'ai senti une petite main glisser dans la mienne. « Mamie ?» J'ai regardé Théo. Ses yeux étaient humides, mais il ne pleurait pas. « Oui, mon cœur? Elle va revenir? Je ne sais pas. J'ai peur. »« De quoi? Qu'elle me ramène ?» J'ai serré sa main. Je ne la laisserai pas faire. Jamais. Mais dans mon cœur, je savais que ce n'était pas fini. Élodie ne lâcherait pas. Pas comme ça. Les jours suivants ont été un cauchemar administratif. Élodie a contacté les services sociaux, réclamant son fils. Elle a joué la comédie de la mère éplorée, victime d'une grand-mère possessive. Elle a menti, tordu la vérité, manipulé les faits. Madame Fontaine m'a appelée. « Madame Arnoux, votre fille affirme que vous avez enlevé Théo sans son consentement. Elle exige qu'il lui soit rendu. Elle ment. Je vous ai expliqué la situation. Je sais. Mais elle a des droits. Elle est la mère. Nous devons organiser une médiation. » Une médiation? Après ce qu'elle a fait? C'est la procédure. Si vous refusez, elle peut saisir le juge. J'ai accepté, parce que je n'avais pas le choix. La médiation a eu lieu 1 semaine plus tard, dans le même bureau froid du centre social. Élodie était là, habillée de manière sobre, les cheveux attachés, le visage grave. Elle jouait son rôle. Madame Fontaine a ouvert la séance. Nous sommes ici pour trouver une solution dans l'intérêt de Théo. Élodie, vous affirmez que votre mère a enlevé votre fils. Pouvez-vous nous expliquer? Élodie a pris une grande inspiration. Sa voix tremblait, calculée, théâtrale. J'avais laissé Théo chez mon voisin, Monsieur Ferreira, pour quelques jours. J'avais besoin de repos.
Je suis seule, je travaille beaucoup, je suis épuisée. Ma mère a débarqué. Elle a pris Théo sans me prévenir et elle a coupé tous mes accès financiers. Elle me punit parce qu'elle n'approuve pas ma vie. J'ai senti la colère exploser en moi. Mensonge. Théo n'était pas chez Ferreira. Il était seul. Dans la rue. À mendier. C'est faux. J'ai des témoins. J'ai des photos. Madame Fontaine a levé la main. Calmez-vous toutes les deux. Élodie, nous avons interrogé Monsieur Ferreira. Il confirme que Théo était seul. Élodie a pâli. Il ment. Je vous l'ai dit. Nous avons également contacté l'école de Théo à Marseille. Ses absences sont nombreuses. Plus de 30 jours depuis le début de l'année. Il était malade. 30 jours ? Élodie s'est tue. Madame Fontaine a continué, implacable. Nous avons aussi vérifié vos activités sur les réseaux sociaux. Vous étiez bien dans un hôtel de luxe pendant que Théo était livré à lui-même. Le visage d'Élodie s'est décomposé. Puis, soudain, elle a éclaté en sanglots. Je sais que j'ai merdé, d'accord ? Je sais, mais j'étais au bout du rouleau. Personne ne comprend. Tout le monde me juge. Ma mère, vous, tout le monde. Mais personne ne m'aide. Elle pleurait vraiment, maintenant. Pas du théâtre, de vraies larmes, de vraies détresses. Et malgré tout, malgré la colère, malgré la déception, j'ai senti mon cœur se serrer. Parce que c'était ma fille, ma petite fille, que j'avais bercée, soignée, aimée, et qui était devenue cette femme brisée, égoïste, perdue. Madame Fontaine a laissé passer un moment. Puis, elle a dit, doucement, « Élodie, personne ne nie que c'est difficile. Mais un enfant de 7 ans ne peut pas être laissé seul. C'est de la négligence. C'est grave. Je sais. Théo a besoin de stabilité. Et pour l'instant, il l'a avec sa grand-mère. » Élodie a relevé la tête, les yeux rouges. « Vous allez me l'enlever ? Non. Pas si vous acceptez de suivre un accompagnement. Thérapie, suivi social, aide financière encadrée. Et dans quelques mois, si tout va bien, nous réévaluerons. » Élodie a regardé par la fenêtre. Longtemps. Puis, elle a hoché la tête. « D'accord. » Mais Élodie n'a pas tenu. 2 semaines après la médiation, elle a disparu. Aucun message, aucun appel. Elle ne s'est pas présentée au rendez-vous avec l'assistante sociale. Elle ne répondait plus au téléphone. J'ai eu peur. Peur qu'elle fasse une bêtise. Peur qu'elle se fasse du mal. Mais je ne pouvais rien faire, sauf attendre et protéger Théo. Un soir, 3 semaines plus tard, on a sonné à la porte. Tard, 22 heures. Théo dormait déjà. J'ai ouvert. Élodie était là. Mais ce n'était plus la même femme. Elle était sale, amaigrie, les yeux cernés, les vêtements froissés. Elle sentait l'alcool. Maman, sa voix était brisée. Élodie, s'il te plaît, laisse-moi le voir. Juste le voir. J'ai hésité, puis j'ai ouvert la porte. Elle est entrée. Elle a marché jusqu'à la chambre. Elle s'est arrêtée devant la porte, regardant Théo dormir. « Il est si paisible », a-t-elle murmuré. « Élodie, qu'est-ce qui se passe ?» Elle s'est retournée. Les larmes coulèrent sur ses joues. « Je suis une mauvaise mère. »« Élodie, non, c'est vrai. Je l'ai abandonnée. Je l'ai laissée seule. J'ai tout gâché. Tu peux encore réparer, si tu acceptes de l'aide ?»« Non. » Elle a secoué la tête. « Non, je ne peux pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas être mère. Je ne l'ai jamais su. Ce n'est pas vrai. Tu l'as aimé. Tu l'aimes encore. L'aimer ne suffit pas. » Elle s'est approchée de moi. Elle a pris mes mains dans les siennes, froide, tremblante. « Garde-le, maman, s'il te plaît. Garde-le et aime-le comme je n'ai jamais pu le faire. Élodie, promets-moi. Je te le promets. Mais toi, promets-moi d'aller mieux. » Elle a souri tristement. « Je vais essayer. » Elle m'a embrassée sur la joue. Puis, elle est partie. C'était la dernière fois que je la voyais. Élodie n'est jamais revenue. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. Novembre est arrivé avec ses pluies glaciales, puis décembre, avec son manteau de neige qui recouvrait les toits de Clermont-Ferrand. Les lumières de Noël se sont allumées dans les rues.
Les vitrines des magasins se sont parées de guirlandes dorées et le marché de Noël s'est installé place de Jaude. Mais Élodie restait absente. J'ai essayé de l'appeler 10 fois, 20 fois. Le téléphone sonnait dans le vide. Puis, un jour, il ne sonnait plus. Numéro non attribué. J'ai contacté Monsieur Ferreira à Marseille. Il m'a dit qu'elle avait quitté l'appartement, sans payer le loyer, sans laisser d'adresse, disparue. Madame Fontaine, l'assistante sociale, m'a convoquée. Madame Arnoux, nous avons tenté de joindre votre fille, sans succès. Dans ce contexte, nous recommandons que vous engagiez une procédure de délégation d'autorité parentale pour protéger Théo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que légalement, vous deviendrez responsable de lui. Vous aurez les droits et devoirs d'un parent. J'ai regardé mes mains, posées sur mes genoux. Des mains vieilles, ridées, marquées par le temps. Des mains qui avaient travaillé, élevé une fille, enterré un mari. Et maintenant, ces mêmes mains allaient élever un petit-fils. D'accord, faisons ça. Madame Fontaine a souri doucement. Vous êtes courageuse, Madame Arnoux. Courageuse? Non. J'étais juste une grand-mère qui aimait son petit-fils plus que tout au monde. Théo s'adaptait. Lentement. Difficilement. Mais il s'adaptait. À l'école, Madame Leclerc me disait qu'il était silencieux, qu'il se tenait à l'écart des autres enfants. Mais il travaillait bien. Il rattrapait son retard. Ses devoirs étaient mal soignés, appliqués, presque trop parfaits, comme s'il avait peur de décevoir. Le soir, à la maison, il m'aidait à mettre la table, à ranger sa chambre, l'ancienne chambre d'Élodie, que j'avais redécorée avec des posters de dinosaures et une nouvelle couette bleue. Il ne parlait pas beaucoup, mais parfois, quand nous regardions la télévision ensemble, blotti sous une couverture sur le canapé, il posait sa tête sur mon épaule et murmurait « Je t'aime, mamie ». Et mon cœur se serrait à chaque fois. Mais les cauchemars étaient toujours là. Presque toutes les nuits, il se réveillait en pleurant, appelant sa mère, appelant à l'aide. Je me levais, je le prenais dans mes bras, je le berçais comme j'avais bercé Élodie autrefois. Chut, mon cœur, je suis là. Je suis là. Maman revient quand? Je ne sais pas, mon chéri. Elle m'a oublié? Non, jamais. Elle t'aime. Mais elle a besoin de temps. Je ne savais pas si c'était vrai. Je ne savais pas si Élodie l'aimait encore, ou si elle s'en fichait. Mais je devais lui donner de l'espoir. Un enfant a besoin d'espoir. Pour Noël, j'ai fait ce que je pouvais. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Ma retraite suffisait à peine pour nous deux maintenant. Mais j'ai acheté quelques jouets d'occasion au marché de Noël. Un camion de pompiers, des Legos, un livre sur les dinosaures. J'ai décoré l'appartement. Un petit sapin artificiel que j'avais gardé depuis des années. Des guirlandes lumineuses. Une crèche en bois que Robert avait sculptée lui-même, il y a longtemps. Je l'ai installée sur la cheminée, entre les photos de famille. Théo regardait la crèche avec fascination. « C'est quoi, mamie? » « C'est la crèche de Noël, l'histoire de la naissance de Jésus. Qui c'est Jésus? » J'ai hésité. Élodie ne lui avait jamais parlé de religion. Elle disait que c'était des conneries de vieux. Mais moi, j'avais grandi avec les messes du dimanche, le catéchisme, les prières avant de dormir. Ça m'avait donné une structure, une forme de paix. Peut-être que Théo en avait besoin aussi. C'est une histoire très ancienne. Jésus est né dans une étable parce que ses parents n'avaient nulle part où aller. Et des bergers et des rois sont venus lui rendre visite pour célébrer sa naissance. Pourquoi? Parce qu'il était spécial. Il était venu apporter l'amour et le pardon au monde. Théo a réfléchi. Puis, il a demandé « Le pardon, c'est quoi? C'est quand tu pardonnes à quelqu'un qui t'a fait du mal, même si c'est difficile. Comme maman ?» J'ai senti ma gorge se serrer. « Oui, comme maman. Tu lui as pardonné, mamie ?» J'ai regardé la crèche. Marie, Joseph, l'enfant Jésus. Une famille, imparfaite, mais une famille. J'essaie, mon cœur. C'est difficile, mais j'essaie. Moi aussi. Il a pris ma main. Et nous sommes restés là, debout devant la crèche, silencieux. Le 24 décembre, nous sommes allés à la messe de minuit, à la basilique Notre-Dame-du-Port. Je n'y étais pas retournée depuis des années.
Mais ce soir-là, j'en avais besoin. Théo aussi, peut-être. La basilique était magnifique. Les voûtes romanes, les chapiteaux sculptés, les vitraux qui brillaient sous la lumière des bougies. L'odeur de l'encens flottait dans l'air. Les chants s'élevaient, graves et beaux, portés par les voix du cœur. Théo était fasciné. Il regardait partout, les yeux écarquillés. « C'est beau, mamie. »« Oui, mon cœur. » Pendant l'homélie, le prêtre, un homme âgé, aux cheveux blancs et à la voix douce, a parlé du pardon, de la miséricorde, de l'amour inconditionnel. Dieu nous demande de pardonner, pas pour effacer le mal, pas pour oublier, mais pour libérer nos cœurs du poids de la haine. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage. J'ai écouté et j'ai pleuré, silencieusement. Les larmes coulaient sur mes joues, chaudes et libératrices. Théo a vu mes larmes. Il a essuyé une avec son doigt. « Pourquoi tu pleures, mamie ?»« Parce que j'ai de la peine, mais aussi parce que je suis heureuse. » Comment on peut être triste et heureux en même temps ? J'ai souri à travers mes larmes. Tu comprendras un jour, mon cœur. Les mois ont passé. Janvier, février, mars. L'hiver a cédé la place au printemps. Les arbres ont bourgeonné. Les fleurs ont éclos dans les parcs. Les jours ont rallongé. Théo a fêté ses 8 ans en avril. J'ai organisé une petite fête à la maison. J'ai invité quelques enfants de sa classe. Il s'était enfin fait des amis, 2 garçons, Lucas et Nathan, avec qui il jouait aux dinosaures, et leurs parents. J'ai préparé un gâteau au chocolat, accroché des ballons, mis de la musique. Théo riait, il courait, il jouait. Pour la première fois depuis que je l'avais retrouvé, il était vraiment un enfant. En soufflant ses bougies, il a fermé les yeux et fait un vœu. Puis, il a regardé le gâteau, hésitant. « Vas-y, mon cœur, souffle. » Il a soufflé. Les flammes se sont éteintes. Tout le monde a applaudi. Plus tard, quand les invités sont partis, je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu as souhaité ?» Il a baissé les yeux. « On n'a pas le droit de le dire, sinon ça marche pas. » D'accord, mais je savais. Je savais qu'il avait souhaité le retour de sa mère. En mai, j'ai reçu une lettre, une enveloppe blanche, fine, avec une écriture que je reconnaissais. Élodie, mon cœur s'est arrêté. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. Maman, je ne sais pas par où commencer. Pardon, c'est le seul mot qui me vient. Pardon pour tout. Pour Théo, pour toi, pour moi. Je suis à Lyon maintenant. J'ai trouvé un travail dans un café. Rien de fou, mais ça me permet de survivre. J'ai aussi commencé une thérapie. Ça m'aide, lentement. J'apprends à comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai fui. Pourquoi je n'ai jamais su être mère. Ma propre mère, ta mère, m'a abandonnée quand tu avais 15 ans. Tu me l'as raconté un jour. Tu m'as dit que tu avais dû tout faire seule, que tu avais souffert. Et moi, j'ai fait pareil avec Théo. J'ai reproduit ce que je haïssais. Je suis désolée, maman. Tellement désolée. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne sais pas si je le mérite. Mais je voulais que tu saches que je vais mieux, que je travaille sur moi, et qu'un jour, peut-être, je pourrai revenir. Pas pour reprendre Théo. Je sais que je ne peux pas. Mais pour être dans sa vie, différemment. Dis-lui que je l'aime, même si je ne le montre pas bien. Dis-lui que je pense à lui tous les jours. Et merci. Merci d'être là pour lui. Merci de l'aimer comme je n'ai jamais pu. Je t'aime, maman. Élodie. J'ai plié la lettre. Je l'ai serrée contre mon cœur. Et j'ai pleuré. Longtemps. Pas de tristesse, pas de colère, de soulagement. Elle allait bien. Elle était vivante. Elle essayait. C'était tout ce que je pouvais demander. Le soir, j'ai montré la lettre à Théo. Il l'a lue lentement, ses lèvres bougeant sur chaque mot. Puis, il l'a posée sur la table. Elle va revenir ? Je ne sais pas, mon cœur. Peut-être. Un jour. Je veux qu'elle revienne. Je sais. Mais je veux aussi rester avec toi. J'ai souri. Tu peux faire les deux. On peut trouver un moyen. Comment ? On verra. Ensemble. D'accord ? D'accord. Il m'a serré dans ses bras, fort, comme s'il avait peur que je disparaisse. Je t'aime, mamie.
Moi aussi, mon cœur. Plus que tout au monde. L'été est arrivé. Juillet, avec sa chaleur écrasante qui faisait vibrer les rues de Clermont-Ferrand. Théo avait fini son année scolaire avec de bonnes notes. Madame Leclerc m'avait félicité. Théo a fait d'énormes progrès. Il s'est épanoui. Grâce à vous. Grâce à lui. Nous avons passé l'été ensemble. Des promenades au parc Bargouin, des pique-niques au bord du lac d'Aïda, des après-midi à la bibliothèque municipale où Théo dévorait des livres sur les dinosaures et l'espace. Le soir, nous regardions le soleil se coucher derrière le puits de Dôme, assis sur le balcon, avec des glaces à la vanille. Un jour, en août, Théo m'a demandé « Mamie, pourquoi tu es si gentille avec moi ?»« Parce que je t'aime. Mais tu aurais pu me laisser avec maman ou me donner à quelqu'un d'autre. Jamais. Tu es ma famille. Et la famille, on ne l'abandonne pas. Maman m'a abandonnée. J'ai senti mon cœur se serrer. Ta maman a fait des erreurs, des grosses erreurs, mais elle t'aime, à sa façon. Tu lui as pardonné ? J'ai réfléchi. Longtemps. Oui, je crois que oui. Pas parce qu'elle le mérite, mais parce que je ne veux pas vivre avec de la haine dans mon cœur. C'est quoi la haine ? C'est un poison. Ça te fait du mal à toi, plus qu'aux autres. Théo a hoché la tête, pensif. Puis il a dit « Moi aussi, je lui pardonne. » J'ai souri. « Tu es un garçon bien, Théo. C'est parce que tu m'as appris. » En septembre, 1 an après avoir retrouvé Théo à Marseille, Élodie est revenue. Elle m'avait prévenue par message. « Maman, je peux venir ? Juste pour voir Théo, s'il veut bien. » J'avais demandé à Théo. Il avait hésité. Puis il avait dit oui. Elle est arrivée un samedi matin. Elle avait coupé ses cheveux, qui encadraient maintenant son visage en un carré court. Elle portait un jean propre, un pull beige, des baskets blanches. Elle avait repris du poids. Ses yeux étaient clairs, reposés. Elle n'était plus la femme brisée que j'avais vue en décembre. « Bonjour maman. »« Bonjour Élodie. » Nous nous sommes regardés. Puis lentement, elle s'est avancée et m'a serré dans ses bras. « Merci pour tout. » J'ai senti les larmes monter. De rien. Théo était dans sa chambre. Je l'ai appelé. Il est sorti, timide, les mains dans les poches. « Bonjour Théo. »« Bonjour maman. » Un silence, pesant, gêné. Puis Élodie s'est agenouillée. « Tu as grandi ? » ?»« Oui. »« Tu vas bien ? » ?»« Oui. »« Je suis désolée. Pour tout. Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je voulais te dire que je t'aime et que je travaille pour devenir une meilleure personne. » Théo l'a regardé, longtemps. Puis il a fait un pas en avant et il l'a serré dans ses bras. Élodie a éclaté en sanglots. Elle l'a serré fort, comme si elle avait peur qu'il disparaisse. « Je t'aime, mon bébé. Je t'aime tellement. Moi aussi, maman. » Je me suis détournée, essuyant mes larmes. Dans mon cœur, quelque chose s'est apaisé. Élodie est restée 2 heures. Nous avons parlé. Pas de reproches, pas d'accusations. Juste des mots simples. Sur sa vie à Lyon, sur son travail, sur sa thérapie, sur ses regrets, sur ses espoirs. Théo lui a montré ses dessins, ses livres, ses jouets. Il lui a raconté l'école, ses amis, les dinosaures. Elle écoutait, attentive, souriante. Avant de partir, elle m'a pris les mains. « Maman, est-ce que je peux revenir ? Pas tout de suite. Mais de temps en temps ? Oui, si Théo est d'accord. » Théo a hoché la tête. « Oui, tu peux revenir. » Élodie a souri. « Merci. » Elle est partie. Et cette fois, ce n'était pas un adieu. C'était un au revoir. 2 ans plus tard. Théo a maintenant 10 ans. Il est en CM2. Il veut devenir paléontologue. Il dévore des documentaires, des livres, des articles sur les dinosaures. Il parle de l'université, de voyages, de fouilles en Patagonie. Il a des amis. Il rit. Il joue. Il vit. Élodie vient 1 fois par mois, parfois 2. Nous prenons le thé ensemble, toutes les 3 générations réunies dans mon petit appartement de Clermont-Ferrand. Nous parlons. Nous rions. Parfois, nous nous disputons. Mais c'est normal. C'est une famille. Élodie travaille toujours dans le café à Lyon. Elle continue sa thérapie. Elle ne demande rien, ni argent, ni garde.
ni pardon supplémentaire. Elle est juste là, présente, du mieux qu'elle peut. Et moi, je suis fatiguée. 70 ans maintenant. Mes genoux me font mal, mon dos proteste. Mais je suis heureuse, parce que Théo est heureux. Un dimanche de novembre, nous sommes allés nous promener sur les hauteurs de Clermont-Ferrand, près du plateau de Gergovie. Le vent soufflait fort, portant l'odeur de la terre et de l'herbe mouillée. Théo courait devant, les bras écartés comme des ailes. Élodie marchait à côté de moi. « Maman, tu as déjà regretté de m'avoir gardée? De ne pas m'avoir abandonnée quand j'étais difficile ?» J'ai souri. « Jamais. Même quand je te décevais, tu ne m'as jamais déçue, Élodie. Tu m'as fait souffrir, oui, mais déçue? Non, parce que tu es ma fille, et l'amour d'une mère ne connaît pas de conditions. » Elle a hoché la tête, les yeux humides. « Je comprends maintenant, grâce à Théo. C'est bien. Est-ce que tu me pardonnes? Vraiment ?» J'ai regardé le ciel. Les nuages filèrent rapidement, poussés par le vent. Au loin, le puits de Dôme se dressait, immuable, éternel. « Oui, je te pardonne. Merci. » Nous avons continué à marcher en silence. Théo nous a appelés. « Mamie, maman, venez voir !» Nous avons couru vers lui. Il était agenouillé dans l'herbe, montrant quelque chose du doigt. « Regardez, une pierre avec des fossiles !» Élodie et moi avons ri. « Tu es sûre ?»« Oui, regardez, on voit les stries. » Il nous a montré la pierre, les yeux brillants d'excitation. Et dans ce moment, sous le ciel gris de novembre, j'ai réalisé quelque chose. Le pardon n'efface pas les blessures. Il ne rend pas le passé meilleur. Mais il permet de construire un avenir. Et c'était tout ce qui comptait. Ce soir-là, de retour à l'appartement, j'ai retrouvé la photo que M. Ferreira m'avait envoyée. Celle de Théo, assis sur le trottoir devant la boulangerie, la main tendue. Je l'ai regardé longtemps, ce petit garçon sale, épuisé, abandonné. Et j'ai pensé aux pièces. Les pièces qu'il mendiait ce jour-là. Les pièces d'une vie brisée qu'on essaie de recoller. Les pièces d'un puzzle familial, déchiré. Nous ne sommes pas une famille parfaite, loin de là. Nous portons nos cicatrices, nos regrets, nos douleurs. Mais nous sommes ensemble. Et nous essayons, chaque jour, nous essayons d'être meilleurs, d'aimer mieux, de pardonner plus. Et peut-être que c'est ça, finalement, le vrai courage. Pas de tout effacer, pas de tout oublier, mais de choisir, malgré tout, d'avancer. Ensemble. J'ai rangé la photo dans un tiroir. Je ne voulais plus la regarder, parce que ce petit garçon n'existait plus. À sa place, il y avait Théo. Mon Théo. Heureux, aimé, protégé. Et c'était tout ce qui comptait. Certaines blessures ne se referment jamais complètement. Mais avec le temps, l'amour et le pardon, elles deviennent des cicatrices. Et les cicatrices, c'est la preuve qu'on a survécu. Fin. Les pièces de la honte. Une histoire de Simone Arnoux, Clermont-Ferrand, France-octobre 2023, novembre 2025. Un voisin m'a envoyé une photo. Mon petit-fils demandant des pièces devant la boulangerie. J'ai couru et je l'ai trouvé seul, sale et fatigué. La mère, dans un resort, jouant à la vie de luxe avec la retraite que j'envoyais pour s'occuper de lui. À ce moment-là, j'ai emmené mon petit-fils et j'ai tout coupé. Cartes, comptes et liens. Ses pleurs sont venus trop tard.